Petit pas vert, des outils en santé environnementale pour les assistantes maternelles. Qualité de l'air et produits ménagers. Bonjour et bienvenue à tous sur ce podcast qui vous est proposé par la Mutualité française Nouvelle-Aquitaine, une fédération de vraies mutuelles et un expert en prévention qui vous aide à prendre soin de votre santé. Il a été réalisé avec le soutien de l'Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine. Bonjour à tous, je suis Amandine et je suis ici avec Julien. Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue sur ce deuxième podcast Petit pas vert dédié aux assistantes maternelles et financé par l'Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine dans le cadre de sa stratégie Petite Enfance. Ce podcast va vous permettre de décortiquer le sujet de la santé environnementale afin de vous proposer des clés simples et concrètes qui amélioreront votre quotidien professionnel, votre environnement de travail et celui des tout-petits que vous accueillez. Petit pas vert vous est proposé par la Mutualité française Nouvelle-Aquitaine, fédération professionnelle des vraies mutuelles, solidaires et non lucratives. Elle s'investit en santé environnementale depuis une quinzaine d'années pour permettre aux néo-aquitains d'être mieux acteurs de leur santé. Alors nous avons vu dans le précédent épisode de ce podcast qui était dédié à la santé environnementale que je vous invite à réécouter pour plus de compréhension. Donc nous avons vu que le système respiratoire des jeunes enfants est encore en développement et qu'ils ont une fréquence respiratoire plus rapide que l'adulte, ce qui le rendait plus impacté par la qualité de l'air. C'est bien ça, Julien ? Oui, absolument. On peut considérer que l'enfant respire 2 à 3 fois plus de cycles par minute que l'adulte. En plus, il respire plus profondément, donc il est plus exposé aux polluants, sachant qu'il a un système en cours de développement, donc le tout cumulé, ça fait beaucoup plus de risques avec l'exposition aux polluants. Et puis, il est en exploration de son environnement avec succion, manipulation, respiration, pour être en contact aussi au niveau odorat. Donc, et il est aussi plus près du sol, c'est ce que tu dis. Effectivement, il est en plus beaucoup plus près du sol, donc plus impacté par ce qui est déposé sur les surfaces, sur le sol. Surtout qu'on passe 85% de notre temps dans des espaces clos, comme le domicile, la voiture, etc. Du coup, qu'est-ce qui va affecter la qualité de l'air intérieur, de manière négative ? Alors, qu'est-ce qui va affecter les pratiques, bien sûr, les pratiques de l'assistante maternelle, qui est pourtant très sensible et très vigilante, puisque c'est une approche professionnelle, mais il se peut qu'elle ne sache pas certaines choses, comme l'effet des surodorants, qu'ils soient avec une bougie parfumée, de l'encens, ou avec des aérosols sous pression, ou même d'ailleurs en spray mécanique, selon ce qui est contenu dans la bouteille ou la bougie, ça va être plus ou moins polluant, mais toujours polluant parce que on surcharge l'air. Jamais on ne l'améliore. La seule façon de l'améliorer, c'est moins de sources de pollution et puis une grande aération. Et donc, quelles sont de sources de pollution ? Eh bien, par exemple, des tapis d'éveil, des choses, les choses qui sont odorantes déjà doivent toujours nous alerter. Des choses en caoutchouc, en plastique, les meubles, enfin voilà, beaucoup de choses qui pourraient donner l'impression que c'est fichu d'avance. Non, nous on va aller sur comment faire à petits pas. Ok, alors avant d'arriver sur les solutions, je voudrais savoir quels sont les effets négatifs sur les enfants de toute cette pollution de l'air. Alors les effets, on va dire, immédiats, il peut y avoir des éléments d'ordre d'irritation, de maux de tête, de baisse de vigilance, liés à certains polluants surchargeant l'air, liés aussi à la saturation en dioxyde de carbone, liée à la respiration de l'ensemble des enfants et adultes présents dans la pièce. Il peut y avoir des effets d'allergie aussi, d'asthme, suractivés par la qualité de l'air à l'instant T. Il y a dans la durée une augmentation de risque de cancer pulmonaire notamment et autres affections au niveau pneumo-respiratoire. Ok, donc améliorer la qualité de l'air, c'est un enjeu et c'est aussi facile à faire. Est-ce que tu peux nous donner des clés pour améliorer justement cette qualité de l'air intérieur ? Là, tout de suite maintenant, c'est ouvrir la fenêtre. Alors effectivement, s'il y a beaucoup de trafic ou des véhicules particulièrement polluants ou autre activité à proximité, là sur l'instant T, ça sera pas le moment, je vais différer, mais globalement, avec 3 à 8, 10 fois plus de polluants à l'intérieur qu'à l'extérieur. Parfois on trouve 5 à 8 fois en moyenne, ça dépend en fait des sources de prévention, entre l'ADEME, Santé publique France, ça peut dépendre.
Donc concrètement, On il faut... Pardon, excuse-moi. Ouais. On a en fait toujours intérêt à améliorer la qualité de l'air par une aération. Vas-y. Pardon. Et du coup, je te demandais concrètement, matin et soir, combien... Donc, on est d'accord que c'est matin et soir, c'est ce que tu nous as dit dans le précédent podcast. Combien de temps? 5 à 10 minutes? 5 à 10 minutes, c'est très bien, surtout avec un grand courant d'air, puisque la majorité de la population aère plutôt uniquement sa chambre le matin. Très intéressant. Chez les parents, l'aération du soir, parce que c'est le moment où on va passer le plus de temps à l'intérieur. Mais si nous revenons au milieu professionnel de l'assistante maternelle, elle, c'est surtout le matin et en cours de journée que ça a le plus d'importance, puisque c'est les moments où les enfants sont accueillis. Le soir, ils rentrent chez eux. Et en ce qui concerne les meubles neufs, qu'est-ce que tu préconises? Bien de les acheter déjà à la belle saison, ou en tout cas à un moment où on va pouvoir particulièrement aérer la pièce, ou aérer le meuble avant même de l'installer dans l'espace de travail, dans l'espace ou dans le lieu de sommeil de l'enfant chez l'assistante maternelle. Ça peut être aussi d'acheter de la seconde main, qui est intéressant à plus d'un titre, sauf si on veut repeindre. Si on veut repeindre, c'est contre-productif. Ok, et combien de temps il faudrait l'aérer? Si possible, l'aérer pendant au moins un mois. Enfin, en tout cas, c'est les tests que font les associations de consommateurs. Elles font 28-30 jours et il y a toujours beaucoup moins de polluants après 28-30 jours, même si les plus polluants au départ, au temps zéro, sont aussi les plus polluants au temps 28 ou 30 jours. Ok, d'où l'intérêt de le faire plutôt en été pour pouvoir laisser le meuble dehors. Sinon, on ouvre très fréquemment la pièce qui accueille ce nouveau meuble. Mais en ce moment, plein hiver, c'est la période qui n'est pas celle à privilégier, effectivement. Ok, et si on parle de la température, de la ventilation, qu'est-ce que tu suggères? Alors, la ventilation, faut veiller à ce que les bouches de ventilation soient libérées, nettoyées, ne soient pas bouchées aussi. Parfois, c'est le cas par peur de baisse de température, entretenue. Et dans aucune situation, ça ne suffit. Même dans des logements les plus récents, des bâtiments professionnels les plus récents, ça ne suffit jamais d'être uniquement sur la ventilation, qu'elle soit simple flux, double flux, par surpression, par dépression. Je suis pas un spécialiste dans le domaine, mais j'ai travaillé avec la DREAL, la Direction régionale de l'environnement et de l'aménagement et du logement, sur le sujet. Il faut toujours qu'il y ait une aération par les fenêtres en plus, lorsque c'est possible, s'il y en a. Ok. Et dans ce qui va améliorer la qualité de l'air, on en parlait aussi un petit peu, c'est le choix des produits d'entretien. Assurément, leur mode de diffusion, parce que déjà quelque chose qui est pulvérisé sur la chiffonnette microfibre, si possible, de nettoyage, va être beaucoup moins volatile que s'il est envoyé dans l'air ou sur une surface, qu'en réalité ça rebondit sur la surface. Mais la qualité du produit, sa qualité, on va dire, écologique, qu'il soit éco-certifié, pour moi c'est vraiment le repère, c'est le repère de l'Agence régionale de santé, du WECF, qui est très engagé depuis pratiquement 20 ans sur le sujet. La quantité aussi, bien sûr, du produit en lui-même, la fréquence, et puis le fait qu'il soit rincé. Parce que le produit, en fait, sans rinçage, il n'existe pas, même si c'est marqué sans rinçage. Ça veut dire que ça ne colle pas, ni à la main, ni au pied. Mais en réalité, s'il n'est pas rincé, où est le produit ? Eh bien, là où on l'a mis, là où l'enfant, du coup, évolue. Ça, c'est certainement une grosse marge de manœuvre, d'amélioration pour nombre d'assistantes maternelles. Et qu'est-ce que tu penses du vinaigre blanc ? Je pense que le vinaigre blanc peut être très bien pour avoir un nettoyage d'aspect sur des vitres, par exemple, sur des surfaces. Attention, néanmoins, il n'est ni validé comme désinfectant, assurément pas. Il n'y a pas suffisamment de taux d'alcool dedans, ni même comme un nettoyant. C'est un détartrant. Après, moi, ça ne me choque pas s'il y a une friction mécanique suffisamment importante. Je suis pas choqué non plus, mais il faut pouvoir répondre aux prescriptions qui sont celles du conseil départemental, de la PMI, et éventuellement selon s'il y a une période d'épidémie ou pas. Ok. Alors, je voulais insister aussi sur le nettoyage vapeur, qui est une très bonne ressource. Pour le sol, pour les objets aussi ? Oui, pour les jouets, ça sera préférable par exemple que le passage au lave-vaisselle, pour ceux qui y passent en tout cas, qui fragilise les plastiques et donc va favoriser leur diffusion en succion par exemple. Et donc quand on préparait ce podcast, tu me parlais du fait de mettre en quarantaine pendant 48 heures les jouets des enfants et de tourner en fait entre plusieurs jeux pour permettre de retirer les micro-organismes pendant qu'ils sont en temps de pause dans le placard.
Oui, effectivement, ça permet notamment en cas d'épidémie, Covid ou autre, de ne pas, on va dire, répandre, transmettre les germes entre les enfants. Ça peut être déjà aussi pendant la journée de réserver des jouets à tel enfant et qu'il n'aille pas ensuite à tel autre. Ah, ça peut être compliqué à gérer en termes d'envie, de jalousie entre les enfants. Ça, bon, les asthmates savent le faire. Ok, et alors concrètement, pour vérifier la qualité de l'air intérieur, comment fait l'assistante maternelle? Si là, tout de suite, elle a envie de le vérifier. Alors, il y a depuis combien de temps elle n'a pas ouvert déjà? De toute façon, ça c'est un bon sens. Je pense que toutes les heures, déjà, ça serait vraiment particulièrement intéressant de faire une petite aération toutes les heures. Vérifier en tant que tel, ça voudrait dire faire des relevés. Il y a des relevés complexes qui peuvent être faits. Hein. C'est ce que font certaines conseillers médicaux en environnement intérieur. Il n'y a pas de nécessité en fait en réalité. Par contre, ce qui peut être intéressant éventuellement, c'est de faire un test de confinement. Le test de confinement, ça se fait avec un moniteur de CO2 qui permet en fait de voir que l'air se sature en CO2. Mais ce qui peut nous renseigner aussi, c'est une odeur de colle, une odeur de neuf. Toutes ces odeurs de neuf, là, à tous les coups, c'est l'expression de pollution, notamment de formaldéhyde, qui sont particulièrement présents dans l'ameublement. Voilà, ça c'est une question de... Alors, de bon sens, c'est toujours un peu compliqué parce que le bon sens des uns n'est pas forcément celui des autres. Il faut s'en méfier. Ce qui ne veut pas dire, attention, qu'une pièce dans laquelle il n'y a pas d'odeur est forcément exempte de pollution. Ok, donc au-delà d'acheter quelque chose d'onéreux ou de faire appel à quelqu'un, ne serait-ce que se baser sur ses sens, ça peut déjà faire le plus gros du travail, c'est-à-dire son odorat, est-ce que l'air est surchargé, etc. La vue, est-ce qu'on voit des nouveaux meubles, est-ce qu'il y a beaucoup de décoration, etc. Et peut-être on peut parler du son aussi, qui peut altérer le bien-être des enfants et des assistantes maternelles. Donc tout ça, voilà, se servir de ses sens, ça peut être déjà un premier pas. Oui, complètement. Tu ouvres sur la pollution sonore et l'environnement de travail. Oui, c'est vrai que ça c'est notamment une fatigabilité qui peut être rajoutée sur ce plan-là. Moi, je voulais compléter en fait le sujet précédent avec tout ce qui est matériaux bâches, caoutchouc mou, etc. Dans tous les cas, vraiment, on surpollue l'air. Ok. Et alors, j'ai déjà entendu parler, je sais pas toi, des plantes d'intérieur qui dépollueraient qui dépollueraient la qualité de l'air intérieur. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que c'est vrai ou pas? C'est vrai en laboratoire avec une quantité de plantes, des protocoles, plein de choses qui sont particulièrement gérées. Dans la maison, ça n'a aucun effet. C'est très clair. L'Agence régionale de santé est catégorique. Tous les experts en santé environnementale sont catégoriques aussi. Après, ça peut être un apport esthétique plutôt sympathique, mais attention aux effets éventuellement allergisants de certaines plantes, aux moisissures qui peuvent être présentes aussi dans le substrat, à différentes choses. Puis à la gestion, bien évidemment aussi. Donc plutôt hors de portée des enfants et à éviter particulièrement dans le lieu dans lequel ils dorment. Ça vaut pour les parents aussi. Hein. D'accord, entendu. Donc maintenant, on va parler des produits ménagers. Est-ce qu'il y en a à privilégier? Tu parlais pour le sol, c'est mieux la vapeur. Les lingettes, les microfibres pour ce qui va être les meubles pour retirer la poussière, une action finalement mécanique. Et pour ce qui est du nettoyage des plans de travail, par exemple, à ce moment-là, on peut utiliser une recette qu'on va vous présenter d'ailleurs à la fin de ce podcast. Oui. Mais quels sont, rapidement comme ça, les ingrédients que tu privilégierais? Pour être très simple, une dilution de savon noir, ça permet de faire tout, avec plus ou moins selon les surfaces à nettoyer, leur saleté. Si on est sur des sols où on va en mettre plutôt plus, sur des surfaces hautes, on va peut-être mettre plutôt moins, mais ça va dépendre aussi de ce que l'on envoie. Non parfumées si possible, ou si elles sont parfumées, en tout cas éco-certifiées. Voilà, moi je vais être vraiment basique. On peut tout faire avec ça coûte peu cher et c'est efficace, même d'ailleurs contre le coronavirus. Ce n'est pas labellisé à la norme dédiée pour être un désinfectant, mais néanmoins n'importe quel savon casse l'enveloppe grasse du virus et donc l'inactive. Même s'il est présent, il est inactivé. Donc avec un savon noir, vu sa puissance, d'autant plus.
Ok, et tu disais aussi qu'avant de désinfecter, il faut toujours nettoyer. Alors si désinfection il y a, eh bien il faut que ce soit une désinfection qui se passe après nettoyage. Dans ce cas-là, je vais conseiller un nettoyant désinfectant. Il en existe, éco-certifié et à des coûts tout à fait Raisonnable. ou tout à fait abordables. S'ils sont en spray à pulvériser sur la chiffonnette microfibre, pas sur la surface. Et en respectant le temps de pause. Parce que si on doit faire une désinfection, dans ce cas-là, il va falloir respecter le temps de pause qui est de 10-15 minutes selon le produit. Et de rincer. Voilà, C'est ça. j'allais le dire. Donc maintenant, on va écouter la question de Marie, aussi connue sous le nom de Manou, qui est assistante maternelle dans les Pyrénées-Atlantiques. On t'écoute. Bonjour Amandine et Julien. Existe-t-il des bougies d'ambiance non toxiques et sûres pour les enfants ? J'attends votre réponse, merci. Alors, non, malheureusement, il n'existe pas de bougie qui ne soit pas toxique, puisqu'à partir du moment où il y a combustion, il y a émission de composés organiques volatiles et donc surpollution de l'air, voire saturation selon la durée de combustion, la taille de l'espace aussi dans lequel la bougie est brûlée. À particulièrement éviter en présence de jeunes enfants, donc chez l'assistante maternelle. Comme tout d'ailleurs dispositif de... Aérosol ? Oui, surodorant, combustion ou pas, et particulièrement les huiles essentielles qui paraissent sympathiques, d'origine naturelle, non. Non, ça ne fonctionne pas. Et moi, j'ai envie de dire que c'est pas parce que c'est d'origine naturelle que ça n'est pas polluant. On mange un certain nombre de champignons tout à fait sympathiques, mais un grand nombre d'autres, on n'y touche surtout pas, et pourtant ils sont d'origine naturelle. Ok, super. Alors, en alternative, j'ai un petit peu cherché pour répondre à la question de Marie. Ce que j'ai trouvé, c'est le bouquet de lavande, qui peut être sympa à cacher quelque part, évidemment hors de portée des enfants, pour donner cette petite odeur. Sinon, il y a l'orange de clous avec des clous de girofle plantés dedans, à changer toutes les semaines à peu près. Et j'ai essayé de mélanger 1 litre d'eau bouillante avec 2 bâtonnets de cannelle et des agrumes ou pommes coupées en tranches ensemble pendant 20 minutes. Ça a donné une petite odeur. C'était subtil, mais ça n'a pas duré très longtemps. Donc si c'est ponctuellement que vous avez envie de mettre une petite odeur, en plus ça fait très automnal. Donc ça peut être sympa, mais c'est vrai que c'est pas quelque chose qui va être aussi odorant qu'une bougie parfumée ou qu'un spray classique. Moi, ce qui m'embête, c'est que l'assistante maternelle, lorsqu'elle accueille les parents, elle peut avoir envie d'accueillir les parents dans un environnement qui, au niveau olfactif, est très agréable. Donc, je pense que ce serait bien d'avoir un échange avec les parents, si c'est pas forcément le cas, pour valoriser la démarche qui est positive en fait pour les enfants. Ok, alors maintenant, on va parler de cette recette de nettoyant multi-usage qu'il faudra rincer, vous l'avez compris. C'est parti. Alors, pour la recette, mélangez 2 cuillères à soupe de savon noir mou ou de pâte de savon noir. Il en existe à base d'olive ou de lin. Vous pouvez en trouver aussi à base d'huile de palme, ce qui, moi, me choque pas, en tout cas pour un produit d'entretien, qui me choque beaucoup plus dans l'alimentation. Il y en a dans nombre de produits préparés, assemblés. C'est là où c'est responsable de déforestation. Donc les 2 cuillères à soupe de savon noir, vous les mélangez avec le bicarbonate de soude, ça va liquéfier en fait le savon. Ensuite, vous mettez 250 ml d'eau chaude dans une bouteille en verre, vous ajoutez le mélange, vous mélangez, secouez, ça va un petit peu mousser, et ensuite vous rajoutez 750 ml d'eau chaude, et c'est prêt. C'est simplissime. Mais il faut le rincer. Oui, effectivement, c'est pas parce que c'est du savon noir que faudra pas faire de rinçage. Effectivement, comme tout produit, si on ne le rince pas, il est là. Très bien. Dites-nous si cet épisode vous a aidé et partagez votre expérience ou vos attentes pour les prochains épisodes. Et je pense à remercier Mathéo et Chloé de l'équipe Libellule Production qui nous aident à produire ce podcast.